Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter et à vous abonner en activant la cloche. D'autre part, si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager cet épisode au plus grand nombre et à aller regarder quelques publicités sur Utip. Pour terminer, si vous désirez acheter un télescope, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez AstroShop, le lien sera en description et en fiche, et en passant par ce lien jusqu'à 30 jours avant une commande, je touche un petit pourcentage et cela ne vous coûte rien de plus. Sur ce, cette introduction a déjà bien trop duré, alors je vous propose de passer enfin à l'épisode. S'il y a une chose que l'on peut dire, c'est que la période 2010-2020 aura vu de grands changements dans le domaine du spatial. Nouvelles missions d'exploration du système solaire, nouveaux lanceurs, réutilisation et j'en passe, le programme était plus que chargé. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, et pour bien commencer l'année 2020, on va revenir en images sur 20 moments clés du spatial de ces 10 dernières années. Avant de vraiment commencer cet épisode, j'aimerais juste préciser une petite chose. Le grand nombre d'événements m'a forcé à faire un choix qui, bien qu'il se veuille le plus objectif possible, n'est pas totalement impartial. Si vous trouvez qu'une mission, une découverte ou un événement particulier aurait dû se trouver dans cet épisode, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire afin de compléter cette vidéo. Ceci étant dit, nous allons remonter au 8 juillet 2011, qui est probablement dans le top 3 des moments de la décennie. Ce jour-là est, en effet, celui du dernier lancement de la navette spatiale américaine, vol effectué par Atlantis, qui enverra du matériel vers l'ISS. La navette reviendra se poser en Floride après 12 jours et 18 heures dans l'espace, le 21 juillet 2011 à 9h57 UTC, enterrant ainsi définitivement l'époque des navettes et refermant temporairement l'accès individuel des États-Unis à l'espace. Mais la décennie 2010 n'aura pas vu que des fins de carrière, bien au contraire, car ce sera l'occasion de voir les premières capsules privées arriver, comme la CST-100 Starliner de Boeing, mais aussi la version cargo et crew de la capsule Dragon de SpaceX. Capsule Dragon qui s'amarrera dans sa version cargo pour la première fois à l'ISS le 25 mai 2012, après qu'un vol d'essai ait eu lieu le 8 décembre 2010 en orbite sans amarrage à l'ISS. Dragon devient ainsi la première capsule privée à s'amarrer à l'ISS, une belle réussite pour SpaceX qui, à l'époque, commence à peine sa carrière, le premier vol d'une Falcon 9 ne remontant qu'à juin 2010, soit 2 ans plus tôt. Mais l'année 2012 sera aussi celle de l'atterrissage du rover Curiosity sur Mars dans le cratère Gale. L'atterrissage a eu lieu le 6 août 2012 à 5h17 UTC. Voici d'ailleurs une photo prise pendant la descente sous parachute du rover, photo prise par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. L'original, que vous voyez actuellement, est quant à lui en noir et blanc. Quelques minutes après, Curiosity transmettra sa première image du sol martien. Aujourd'hui, Curiosity, devenu l'un des rovers les plus connus du grand public, a déjà parcouru près de 21,6 km à la surface de la planète rouge et sa carrière est loin de se terminer. Sa mission nous aura déjà permis d'apprendre de nombreuses choses sur Mars et, à l'avenir, ce rover de la taille d'une petite voiture pourrait encore nous réserver d'agréables surprises, en attendant, bien évidemment, l'arrivée de Mars 2020. L'année suivante, le 14 décembre 2013, c'était la Lune qui revenait dans l'actualité, avec l'atterrissage réussi de la mission Tianghe 3, première mission du programme spatial chinois à se poser sur la Lune. Succès d'autant plus grand que c'est une réussite du premier coup, les missions Tianghe 1 et Tianghe 2 étant des orbiteurs ayant également atteint leur objectif. L'atterrisseur Tianghe 3 déploiera un rover, Yutu, qui se bloquera malheureusement après son second jour lunaire, ou 42 jours terrestres, bien qu'il reste capable de communiquer. Posé dans la région de Sinus Iridum, l'atterrisseur aura, lui, une durée de vie bien plus longue.
Les dernières nouvelles datent de décembre 2018 et, bien que tout cela soit très flou, l'atterrisseur semble encore opérationnel, contrairement au rover qui aura cessé de fonctionner après 959 jours. L'atterrisseur pourrait d'ailleurs, s'il tient le coup, avoir assez d'énergie avec son générateur pour les 30 prochaines années. Pas mal donc pour un atterrisseur devant durer 1 an et 3 mois pour U2 au départ, même si la plus récente mission Tianghe 4, cette fois sur la face cachée de la Lune, lui a volé la vedette. L'année suivante, ce sera le premier vol d'Orion, le 5 décembre 2014, qui aura lieu. La capsule décollera à bord d'une Delta IV Heavy pour un vol d'essai qui l'emmènera à 5793 km d'altitude, un record depuis le programme Apollo. Le vol permettra ainsi de tester la séparation, l'avionique, les ordinateurs de vol, les parachutes, le bouclier thermique et une foule d'instruments. La capsule se posera 4h30 plus tard dans l'océan Pacifique à près de 1000 km de San Diego. Finalement, après une petite période de creux, le domaine du spatial semble reprendre vie et les choses ne vont aller qu'en s'accélérant, à tel point que 2015 sera probablement l'année la plus citée de cet épisode. Pour commencer, le 11 février 2015, la petite navette de démonstration de l'ESA, l'IXV, effectue son seul et unique vol d'essai lancé par un lanceur Vega, vol d'essai qui permettra d'ouvrir la voie à de futurs prototypes et à la future navette automatique Space Rider, actuellement en développement. Quelques mois plus tard, le 14 juillet 2015, c'est la mission New Horizons, lancée le 19 janvier 2006, qui survole enfin sa cible, la planète naine Pluton. Outre de nombreuses photos en haute résolution de la surface et des photos en très haute résolution de l'intégralité du disque visible de Pluton, New Horizons découvrira aussi l'existence d'une très fine atmosphère entourant ce lointain monde glacé. Mais le survol ne durera pas longtemps, et bien qu'il ait grandement changé la compréhension du système de Pluton et de ses lunes, on en reparlera dans un épisode dédié, la mission fera ensuite route vers l'astéroïde de 33 km de long surnommé Ultima Thule, récemment baptisé Arrokoth à vos souhaits, astéroïde que New Horizons survolera le 1er janvier 2019 à 3500 km. Le 23 novembre 2015, c'est Blue Origin qui effectue son second vol, après un premier vol le 29 avril. Vol inaugural durant lequel le lanceur se sera écrasé et non posé en douceur. Un semi-échec donc, le vol s'étant déroulé parfaitement pour la capsule qui reste l'élément le plus important. Ce second vol sera l'occasion pour Blue Origin de devenir la première compagnie à récupérer un lanceur capable d'atteindre l'espace, puisque la New Shepard s'envolera à une centaine de kilomètres d'altitude avant de revenir se poser sans aucun incident après un vol d'un peu plus de 10 minutes. La capsule qui se séparera de la New Shepard se posera elle aussi sans encombre. Un très beau succès pour l'entreprise donc. Encore en 2015, le 21 décembre, c'est SpaceX qui, à son tour, réalise une grande première. La réutilisation d'un lanceur orbital revenu se poser après sa mission dans une zone dédiée à Cap Canaveral en Floride, démarrant ainsi une révolution dans le domaine des lanceurs spatiaux. Réduction des prix, réutilisation, nouvelles technologies, le monde des lanceurs s'en retrouve grandement modifié, bien qu'à l'époque de nombreux experts doutent de la rentabilité de la réutilisation. Le 5 juillet 2016, ce sera la mission Juno qui arrivera en orbite autour de Jupiter. Lancée le 5 août 2011, la mission, toujours en cours, nous aura permis d'en apprendre beaucoup plus sur Jupiter, sa structure, son atmosphère, son champ magnétique et j'en passe. En plus, bien évidemment, de nous avoir fait découvrir de magnifiques photos de son atmosphère. Le 30 septembre 2016, ce sera la mission Rosetta de l'ESA qui prendra fin, après avoir étudié pendant près de 2 ans la comète 67P Churyumov-Gerasimenko et survolé l'astéroïde Lutetia le 10 juillet 2010. Rosetta nous aura permis de découvrir beaucoup de choses sur sa cible et sur les comètes de façon générale, et ce malgré l'échec de son petit atterrisseur Philae qui aura malheureusement mal rebondi pendant son atterrissage. Dans les fins de mission, il y a aussi celle de Cassini, 1 an plus tard, le 15 septembre 2017. Lancée le 15 octobre 1997, elle est arrivée à destination dans le système saturnien le 1er juillet 2004 et aura permis l'atterrissage sur Titan de l'atterrisseur Huygens le 14 janvier 2005.
Cassini aura aussi grandement étudié Saturne et ses lunes, comme Encelade, Titan, mais aussi plein d'autres plus petites, découvertes pendant la mission ou non. Bien que cela puisse sembler étrange, le choix de détruire la sonde dans l'atmosphère de Saturne est assez logique. L'objectif étant d'éviter de contaminer avec des formes de vie terrestres Encelade ou Titan par accident, celles-ci pouvant éventuellement, bien que peu probablement, abriter des formes de vie. L'entrée dans l'atmosphère permettra ainsi d'acquérir encore quelques données sur l'atmosphère de Saturne. La date suivante, c'est le 6 février 2018, avec le premier vol d'essai de la Falcon Heavy de SpaceX. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement révolutionnaire, l'impact de ce lancement sur le grand public sera énorme. Outre la mise en service d'un nouveau lanceur bien plus puissant pour SpaceX, la Falcon Heavy sera aussi un véritable spectacle. Entre l'atterrissage simultané des 2 boosters et l'envoi d'une Tesla Roadster sur une orbite croisant celle de Mars et de la Terre, le vol sera un énorme succès, excepté pour l'étage central qui, lui, malheureusement, s'écrasera à côté de la barge. Le 10 juin 2018, c'est encore une fin de mission, avec les dernières images transmises par le rover martien Opportunity, qui ne se réveillera hélas jamais après une tempête de sable, probablement la faute à des panneaux solaires trop recouverts, et donc à un manque d'énergie et à une trop grosse perte de chaleur, et ce, malgré le passage en mode veille. Le 20 octobre 2018, ce sera le lancement par une Ariane 5 de la mission européenne Bepi Colombo, mission partie étudier Mercure et qui devrait arriver à destination en décembre 2025. Un mois plus tard, le 26 novembre 2018, c'était l'atterrissage sur Mars de l'atterrisseur InSight de la NASA qui avait lieu. L'atterrissage sera un énorme succès et l'atterrisseur nous transmettra rapidement sa toute première image du sol martien. Et pour attaquer la dernière année, le 3 mars 2019, c'était une nouvelle première. En effet, ce jour-là, la version habitable de la capsule Dragon de SpaceX est venue s'amarrer à l'ISS après un lancement le 2 mars 2019. La capsule est ainsi devenue la première capsule habitable privée à venir s'amarrer à l'ISS. Un énorme pas en avant pour les États-Unis donc, ceux-ci étant plus proches que jamais de récupérer leur accès à l'espace perdu avec l'arrêt des navettes en 2011. Un mois plus tard, le 10 avril 2019, c'était la publication de la toute première image d'un trou noir situé dans la galaxie M87. Cette image, prise par le réseau de l'Event Horizon Telescope, un réseau de télescopes regroupés pour en augmenter les capacités, est la toute première du genre et le résultat de près d'une décennie de travail. Enfin, le 27 décembre 2019, c'était la fusée chinoise Long March 5 qui revolait pour la première fois après un échec. Et, bien que peu médiatisé, ce vol était d'une extrême importance. La Chine base en effet grandement l'avenir de son programme spatial sur ce lanceur, et mine de rien leurs objectifs sont nombreux. Station spatiale, astronautes chinois sur la Lune, beaucoup d'objectifs pour un programme ambitieux dont une bonne partie repose sur ce lanceur. Mais il y a aussi un autre événement dont je n'ai pas encore parlé qui s'est déroulé durant ces dernières années. L'exploration des astéroïdes Ryugu par Hayabusa 2 et Bennu par Osiris-Rex. Ces 2 missions, dont l'objectif est de ramener des échantillons, ont elles aussi été dans les plus importantes de ces dernières années, tant par leur complexité que par la diversité de leurs objectifs. De plus, Hayabusa 2 a également déposé les 3 petits rovers Minerva 1A, 1B et 2-2, et l'atterrisseur européen Mascot, développé par l'agence spatiale allemande DLR en partenariat avec le CNES. Vous l'aurez compris, les années 2010 auront été riches en découvertes, missions d'exploration et innovation, et toutes les citer seraient quasiment impossibles. Quant aux années 2020, elles s'annoncent encore meilleures. Entre l'arrivée de nouveaux pays dans la course à l'espace, comme l'Inde ou la Chine, des rovers martiens, un drone sur Titan, l'entrée en service de lanceurs lourds comme le SLS ou Starship, le retour de l'homme sur la Lune, un possible tourisme spatial et j'en passe, le programme est plus que chargé et un grand nombre de surprises nous attend encore. En attendant, c'est sur cela qu'on va se quitter. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.